Allez, bonjour à tous et à toutes, c'est Laurent pour ST Invest, débrief des marchés. On va faire le tour sur cette semaine passée, donc semaine numéro 20, qui était pas mal tumultueuse, avec pas mal d'annonces. On a eu une fin de semaine dans le vert, une Fed qui a conservé ses taux directeurs à 4,5%. Un DAX qui a fait un nouveau petit record et qui reste toujours, quasiment depuis le début de l'année, qui reste le mouvement leadership de ces indices, que ce soit US et européen. Donc, il reste la locomotive. Il conserve son leadership. Alors, aurait-on peut-être une vision un petit peu plus claire des investisseurs qui, pour autant, pourraient être rassurés par les tensions géopolitiques des USA et de la Chine en train de s'apaiser. Affaire à suivre. On sait que ce week-end, donc là nous sommes quand même le dimanche 11 mai, ou à l'heure à laquelle je vous parle, il y a une rencontre entre Trump et les protagonistes chinois en Suisse pour essayer de trouver un compromis sur les négociations tarifaires, sur les frais de douane. Donc, est-ce que cela va aboutir à on va dire, à une note positive? Les marchés peut-être auraient-ils anticipé cela la semaine dernière. Toutefois, on verra que sur les indices, en dehors du DAX qui a énormément performé, que ce soit le Nasdaq ou le Dow Jones, même s'ils ont eu des journées un petit peu plus positives que d'autres, reste quand même indécis sur le pourquoi du comment, de est-ce qu'ils vont encore repartir à la hausse ou peut-être retracer à la baisse. Voilà, donc est-ce que l'euphorie du DAX pourrait entraîner les autres dans une autre euphorie? Ça, c'est pas si sûr que cela. Par contre, ce qu'on peut voir aussi au niveau crypto-monnaie, c'est que les cryptos font leur retour sur la scène d'un run bullish peut-être. Donc, on a un BTC qui concrétise son support des 93 300 points, on verra ça sur le graphe, comme ce niveau point fort au niveau du prix comme support, donc qui pourrait, après, peut-être dans les prochains jours, aux prochaines semaines, casser son ATH des 109 000 $ pour aller récupérer des points beaucoup plus hauts. Notre Ethereum, le petit outsider en fait, qui est quand même aussi la deuxième plus grosse capitalisation du marché crypto, qui avait pas mal baissé ces dernières semaines, a repris du poids de la bête et est revenu sur sa zone des 2500 $. Et on va voir que c'est pas n'importe quelle zone aussi. L'XRP qui a retracé beaucoup moins que le TH et qui rebondit aussi sensiblement et convenablement. On va aller voir directement aussi après, enfin, tout à l'heure, dans un troisième temps, l'indice de cupidité, le Fear and Greed, sur les cryptos, et le Fear and Greed Index qui reprend dans le vert et qui pour autant pourrait donner plus de légitimité à acheter le marché. Donc, est-ce qu'on est sur un début bullish, un début de run très important sur les cryptos et sur une partie des indices? Bon, mais techniquement, reste à voir qu'on est quand même assez positif. Donc, maintenant, on a des zones quand même à confirmer et pour pouvoir dire vraiment, ça y est, on est reparti comme en 14, si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, bon, on va voir cela de suite. Sans plus attendre et sans transition, on va aller directement sur le BTC. Et le BTC, on avait vu les fois d'avant une zone super importante avec laquelle je travaillais énormément. Et ce qui me plaisait, c'était cette zone-là, des 93 000 et 93 300, qui était une zone auparavant de support et de la consolidation, de la distribution qui avait engendré la baisse. Et là, on voit que cette zone de prix a bien travaillé. On voit qu'on a une petite accumulation qui s'est faite pour repartir bullish et laisser des gaps acheteurs derrière lui. Donc, entre autres, les gaps acheteurs qu'on avait en dessous de la zone des 93 000. Les 93 000 sensiblement confirment cette zone de support pour acheter le marché. Maintenant, ce qui va nous donner un signe encore plus d'acheteurs, ça va être la cassure des plus hauts de l'ATH qui avait été créée la fois d'avant et après récupérer des plus hauts. Au niveau des targets, on a plusieurs targets qui pourraient venir sensiblement pour le printemps, pourquoi pas. Ça serait les 1,272 de l'extension Fibo
à 118 000 points, dollars. 123 930 dollars, on a une deuxième target, un troisième à 131 000 et un target un peu plus important à 160 000 dollars, grosso modo 159 286. Donc, en cas de cassure de la TH, on aurait successivement des paliers à venir récupérer pour avoir des belles prises de profit et de records. Voilà, donc sur le BTC, ça commence à devenir bien plus intéressant que ce que l'on avait auparavant. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le Fear and Greed, l'objet de cupidité, la valeur de la peur sur les cryptos, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. On est sur un niveau 75, donc on commence à venir sur un marché qui donne de plus en plus confiance aux investisseurs. Voilà. Donc on a eu quasiment un double bottom sur la peur extrême, on le voit ici, à ce niveau-là, et on voit qu'on a un marché qui repart dans le sens acheteur, avec énormément de gros portefeuilles et sensiblement des particuliers aussi qui commencent à avoir des gros portefeuilles pour acheter le marché, ce qui donne de la cupidité très importante. Voilà, 75, on est quand même dans un niveau qui commence à être sympathique. Ça, c'était pour le côté crypto. Alors, attendez, j'ai oublié un truc. C'était lui. On va revenir sur le market cap. Au niveau des capitalisations boursières, on a le BTC qui revient et qui commence à revenir sur les 2000 milliards de cap. Là, on est à 1837 euros. Donc, on doit taper sensiblement quasiment les 2000 milliards en dollars. L'Ethereum qui reprend du poil de la bête, on est à 266 milliards d'euros de cap. L'USDT, l'XRP 122 milliards, Solana 79 milliards, le Dogecoin, donc on a 30 milliards, Cardano 24 860 et Tron 21 milliards, quasiment 22 milliards. Donc voilà, on a quand même les 10 premières cryptos qui reprennent du poids de la bête, et le BNB 683. Donc on est pas trop mal au niveau cap, au niveau market cap. Voilà, sur le BTC, ce que je vais attendre, ça va être ça. Donc là, pour l'instant, on est très très acheteur. On est bullish là depuis après le 9 avril, on va dire. Le jour où Trump a sorti qu'il mettait en pause les frais de douane pour pas mal de pays. Maintenant, lorsqu'on arrivera à échéance des 90 jours, est-ce que le marché va pas se retourner pour repartir à la baisse? Parce que Trump a encore sorti une dinguerie qui va faire baisser le marché. Donc ça, on n'est pas à l'abri de cela. Là, pour l'instant, il y a quand même de l'euphorie acheteuse, c'est un fait, mais pour confirmer tout cela, il faudrait que géopolitiquement, Trump, il arrête de dire des conneries et après de faire chuter le marché en permanence. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc là, pour l'instant, on va voir un petit peu déjà ce qui va se sortir de la réunion avec la Chine, ce qui va engendrer une volatilité sur les marchés et entre autres des marchés crypto. Au niveau ETH, donc l'Ethereum, il est là. On va appeler ça le petit outsider. Donc lui, il a de beaux jours devant lui encore, je pense. Donc aujourd'hui, on va clôturer la bougie hebdomadaire, et ça serait pas mal de clôturer au-dessus de la SMA de 100 périodes, que l'on a ici. Voilà. Alors pourquoi les 2005 sont importants? Parce qu'on est sur un niveau critique à ce niveau-là, les 2480 et 2550, où on a eu une belle zone de bataille et une zone de consolidation. Donc de clôturer au-dessus de cela donnerait un petit peu plus de sens acheteur sur le marché. Et après, on aurait la zone des 2872, qui reste aussi une zone super importante, où on a eu le prix qui avait chuté par la suite. Donc de venir retravailler au-dessus des 2861, entre 2008 et 2009, au-dessus, en stabilité comme un support, permettrait de donner plus de légitimité à acheter l'Ethereum pour repartir très très haut. Si on casse l'oblique baissier que l'on a ici, ça serait encore bien plus prenant pour acheter l'Ethereum. Voilà, donc si on vient après à casser les derniers plus hauts, en objectif, on aurait les targets 6032 dollars ici, qu'on avait identifié auparavant, avant d'avoir ce double top qui avait engendré cette baisse très très importante de l'Ethereum. Donc là, pour l'instant, cette bougie acheteuse me donne signe de un mouvement très très haussier. Pourquoi pas avoir
il y avait des soldes, hein, on peut dire ça comme cela, hein, à 1500 $. On est vraiment sur un Ethereum qui est quasiment en solde, hein. C'était très difficile de venir beaucoup plus bas. Peut-être avait dérogé, mais bon, on n'y est pas venu. Là, pour l'instant, le marché est reparti, donc on n'en parle plus. Idéalement, voilà, ça va être ces zones de prix là, hein. Surveillez bien la clôture au-dessus, ça serait pas mal des 2005, ça donnerait un signe très très acheteur, et au-dessus la SMA 200 période pourrait donner beaucoup de légitimité à acheter le marché. Et entre 2008 et 2009, se stabiliser au-dessus de ce prix-là pourrait donner un support super intéressant pour avoir une continuation haussière au niveau de l'Ethereum. Hein, ok. On va aller voir l'XRP. Il est où? Il est là. Voilà, l'XRP, lui, il a beaucoup moins retracé que les autres. J'avais en attente de, au cas où, si on venait à casser les zones basses, devenir beaucoup plus bas, ça n'a pas été le cas. On voit qu'on réintègre et qu'on repart au-dessus des 1,98. Hein. Les 1,98, c'est vraiment un signe de vente assez important si on venait à concrétiser la baisse, qui n'a pas été le cas. On ne comble pas les gaps acheteurs, ils ont toujours été travaillés mais pas comblés. Maintenant, on va voir la culture hebdomadaire. Attendez de voir si... Enfin, attendez. Là, pour l'instant, ça redonne un petit peu de mouvement haussier. Et pourquoi pas venir après en target sur les 3 $. Ça serait pas mal pour l'XRP. Mais l'XRP a beaucoup moins retracé que ses homologues, ses confrères. Ok. Alors, on va aller faire un tour sur les indices. Sur les indices au niveau de la peur. C'est un peu comme les cryptos, hein. On a clôturé vendredi 62 points sur le Fear and Greed Index, donc on est vraiment sur une cupidité qui commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, donc une peur moins marquée sur les marchés, avec, je vais pas dire une certitude précise, mais quand même il y a beaucoup moins d'incertitude. Voilà, ça, on a un apaisement au niveau des marchés. Et le DAX en fait partie, et on le sent que il est en train de pousser et de recréer des nouveaux plus hauts. Il a recassé encore son ATH du mois de mars, et on a clôturé à 23 511 CFD. On est venu jusqu'à 23 546, 45 points. Donc, selon la réunion de clôture entre la Chine et les US, on pourrait avoir, si elle est positive, avoir un prix qui reparte avec un gap haussier et venir récupérer des plus hauts. Ce qu'on pourrait attendre aussi, qui serait très intéressant à voir, ça serait, on va se tirer un petit Fibo, hop, d'extension, c'est pas celui-là, c'est un autre, tac, ok, voilà. Il y a les targets qui seraient pas mal à voir, entre autres les 24 864 points. Donc ça serait pas mal d'avoir un TP à ce niveau-là. Si on casse la TH et que on va dire que les investisseurs et la politique va dans le vert, et on pourrait avoir un DAX à 24 800 et 25 000 points en target final. Ça serait un très très joli objectif d'achat sur le DAX. Voilà, maintenant on va pas s'affoler dessus pour acheter tout et n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que le DAX, je n'ai fait que l'acheter après la cassure du 9 avril, hein. Ça c'est sûr, hein. Donc là, une fois qu'on avait cassé ce plus haut du 9 avril, je n'ai pas arrêté de l'acheter à chaque repli 1h, 15 minutes. Je n'ai pas arrêté d'acheter le DAX en intraday. Donc ça a donné pas mal de gains, donc ça c'est cool, ça c'était pas mal aussi. Voilà pour le DAX. On va aller se faire un petit tour sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il est là papa. Donc le Nasdaq, lui par contre, le plus haut on va dire du mois d'avril, il a cassé. On attend vraiment de venir travailler au-dessus de la SMA 200 période en daily, en journalier, ce qui permettrait d'avoir un Nasdaq qui reparte un petit peu plus à la hausse. Ce qui freine un petit peu le Nas, ce sont les valeurs tech qui pondèrent le Nasdaq, donc, et qui toujours sont dans l'attente d'un compromis de négociation avec la Chine, parce qu'ils sont beaucoup tributaires du marché chinois et de la fabrication chinoise. Donc là, pour l'instant, le NAS a un petit peu de retard sur son homologue du DAX européen. Voilà. Donc, mais si demain, voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus positif au niveau politique, au niveau négociation douanier, de frais de douane, sensiblement que le Nasdaq, pareil, on repart à la hausse. J'ai acheté le Nasdaq, toujours pareil, même configuration, à la cassure du 9 avril. Pourquoi ? Parce que cet élan haussier, j'étais pas, pour moi, certain que c'était un marché qui reparte à la hausse, vu que Trump, chaque fois qu'il parle,
il y a entre guillemets un grain de sable dans la roue, pour moi, c'était peut-être juste un délit d'initié. Et après, avoir un marché qui rechute, qui revienne plus bas, parce que j'attendais vraiment un marché qui parte beaucoup plus bas, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, une fois qu'on a cassé on va dire la news du 9 avril, là, j'ai acheté le marché en permanence. Ça, c'est sûr. Voilà pour le Nasdaq. Donc, lui, je vais faire un petit peu pareil. Je vais attendre la cassure du 26 mars. Si on vient stabiliser au-dessus, hop, je reprends, j'achète le marché. À chaque repli, achat 1 heure. H1 15 minutes, si vraiment j'ai des belles confirmations, et si on revient travailler au-dessus des 20 593, ce qui coïncide avec le bas de la distribution qu'on a eu ici, hein, d'accord, ok, donc le bas de cette distribution-là, là pareil, je reprends acheteur sur le NAS, et après si on casse la TH, let's go pour des nouveaux records sur le Nasdaq, voilà. Le Dow Jones, il est un petit peu plus à la traîne. Lui, il est un petit peu plus capricieux. Les valeurs pétrolières sont un petit peu entre guillemets dans le rouge, si on peut dire cela. Le pétrole qui est assez bas, mais qui a rebondi sur le court terme. Au niveau du Dow Jones, on a cassé le 9 avril juste la semaine dernière, donc c'est pas trop mal non plus. Donc à voir. Là, ce qu'il faudra voir, c'est la clôture du plus haut du mois d'avril, c'est-à-dire le 2 avril, de clôturer au-dessus des 42 553 points. Ça serait pas mal de clôturer au-dessus de ce niveau-là, de venir stabiliser le prix et de repartir à la hausse. Ça me donnerait un petit signe beaucoup plus acheteur. Voilà. Maintenant, on pourrait avoir un dos qui revienne un petit peu plus bas, récupérer de la liquidité pour rebondir et repartir à la hausse. Ok. L'or, notre ami le gold, on avait vu il y a quelques temps avec mon confrère Yannick, l'œil du graphique, une belle épaule tête épaule, il nous avait sorti, donc c'était beau, une belle cassure, et on voit qu'on vient de réintégrer le prix. Donc maintenant, le prix de la ligne de coût qui avait été cassée, si toutefois, on pourrait appeler encore cela une épaule tête épaule, mais les 3270 points seraient une zone de polarité où le gold pourrait revenir rebondir pour repartir à la hausse, et après récupérer des ATH. Affaire à suivre. Maintenant, si on vient casser les plus bas et casser le niveau des 3200 points, j'avais comme objectif baissier les 3000 dollars. Voilà. Donc, les 3000 dollars seraient un objectif baissier, si en cas de cassure des plus bas qui avait été créé la première semaine du mois de mai sur le gold. Donc, là, pour l'instant, on va voir lundi ce qu'il en est au niveau du marché et des ouvertures de dimanche 23h30. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à booster la publication, cela nous donne de la force. N'hésitez pas à commenter, négatif, positif, parce que ça nous permet de nous construire et de rectifier un petit peu ce qui ne va pas. Je vous remercie, prenez soin de votre portefeuille et de votre money management. Bonne soirée à tous et à toutes. Disclaimer. Avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.